Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de l'Arena Foot pour une grande compétition internationale. On ouvre le bal de cet Euro 2020 qui a démarré il y a quelques jours. On a déjà eu de très beaux moments, des moments plus effrayants également, on aura l'occasion d'en parler. Voilà comment l'Arena Foot va couvrir la compétition. On va se retrouver à chaque fin de journée de phase de poule, il y aura donc 3 épisodes. Et ensuite on aura des analyses et des vidéos sur toute la phase finale. Il y aura des interventions d'experts et de consultants dès la prochaine vidéo. Et bien sûr, des abonnés normalement à partir des quarts de finale. L'Euro s'annonce grandiose sur cette chaîne, bien évidemment. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour cette première vidéo de l'Euro, vous abonner et activer la cloche pour nous encourager et pour faire connaître la chaîne. Je tiens par avance à m'excuser pour cette vidéo parce qu'elle va être tournée sur plusieurs jours, parce que j'ai pas mal de choses à côté de YouTube en ce moment. Donc si vous voyez des changements de lumière, etc., c'est parce que je ne tourne pas le même jour. Vous inquiétez pas, normalement, cela ne concernera que cette vidéo. Sans plus tarder, on commence par le groupe A dans l'ordre et par le match d'ouverture Italie-Turquie qui a débouché sur un match finalement à sens unique, 3-0 pour la Squadra Azzurra. On s'attendait à avoir une équipe turque menaçante, annoncée comme un possible outsider. Finalement, c'est l'équipe de Roberto Mancini qui a surtout sorti une très belle seconde mi-temps qui s'est imposée. L'Italie a étouffé son adversaire, 25 tirs à 2, 65% de possession. Le milieu Jorginho Barella a beaucoup pesé, beaucoup d'activité, un pressing très fort, ce qui a fait que les joueurs de Şenol Güneş n'ont pas vraiment proposé grand chose. Ciro Immobile a été bon, buteur du 2-0 après le CSC de Demiral, et puis Insigne nous a gratifié d'un très bel enroulé du pied droit pour le 3-0. Spinazzola a montré de belles choses, le latéral, devant aussi. On sent quand même quand on regarde cette nationale et que quelque chose se crée, qu'il y a une facilité à se procurer des situations, une certaine solidité aussi. Très curieux de voir cette équipe face à la Suisse. L'Italie a la possibilité de valider son ticket pour les huitièmes. En revanche, pour la Turquie, il va falloir réagir face au Pays de Galles. La lutte pour la qualification va clairement se rendre plus délicate, surtout avec un goal average à -3. Et on sait que dans l'optique de passer en huitième, avoir une bonne différence de but est vraiment prédominant. Après, le nul entre la Suisse et le Pays de Galles, un partout, l'arrange plutôt bien puisqu'elle n'est pas larguée au classement. Dans l'autre match, donc, la Suisse a trébuché face au Pays de Galles. On peut supposer que c'est une contre-performance. La Nati était favorite, était en bonne position de rejoindre l'Italie. La Suisse a tenu le ballon, elle a eu plusieurs occasions, mais elle a peut-être arrêté de jouer après l'ouverture du score d'Embolo. Et les Gallois ont crânement joué leur chance pour égaliser dans les 20 dernières minutes par le géant Kiefer Moore, excellent de la tête. Au classement, ça fait que la Turquie, malgré sa lourde défaite 3-0, n'est qu'à un point de la deuxième place. Et puis l'Italie est donc seule en tête et bien partie pour terminer première de son groupe. Programme, la suite, c'est le 16, Turquie-Pays de Galles à 18 h et ça a peut-être commencé au moment où sur la vidéo, c'est peut-être fini. Et on aura aussi Italie-Suisse à 21 h. On passe ensuite au groupe B, marqué bien sûr par les images terribles d'Eriksen, l'inquiétude après son malaise à la 43e minute de Danemark-Finlande, troisième match de cet Euro. Le pire a été évité, au moment où je tourne, le joueur va mieux, est conscient, et c'est bien le principal pour lui, pour le football, et pour le championnat d'Europe aussi. On a vu de très belles images toutefois, la solidarité des joueurs danois et finlandais, Simon Kjær en capitaine venu secourir son coéquipier, et les supporters des deux camps qui scandaient le nom du joueur de l'Inter. La vie a gagné et c'est honnêtement le principal, pas forcément la meilleure idée du monde d'avoir décidé de terminer ce match le jour même. On voyait bien les Danois touchés psychologiquement, mais ça c'est un autre débat, d'autant plus qu'Eriksen lui-même aurait demandé depuis l'hôpital à ses coéquipiers de finir la rencontre. Pour revenir au foot, malheureusement pour le Danemark, et malgré l'outrageuse domination, c'est la Finlande qui a gagné 1-0 dans ce derby nordique. Plus de 20 tirs à 1, 65% de possession, mais c'est bien la Finlande qui s'est imposée pour son premier match de son histoire à l'Euro grâce à une tête de Pajon Palo, l'attaquant de l'Union de Berlin. Dommage aussi pour les Hiboux Grand-Ducs que leur première rencontre soit déroulée ainsi, ça n'a pas non plus dû être facile à vivre pour eux. En tout cas, la lutte dans cette poule va être clairement passionnante parce que si tout le monde voyait le Danemark en outsider numéro 1 de ce groupe, eh bien la Finlande se positionne extrêmement bien avec son succès, combiné aussi à la victoire assez tranquille de la Belgique 3-0 face à la Russie à Saint-Pétersbourg. Buteur Lukaku pour un doublé et Thomas Meunier. Les Diables Rouges, on le savait, étaient favoris du groupe. Ils ont maintenant un boulevard après le faux pas du Danemark. À défaut d'avoir été exceptionnels, les Belges ont plutôt été diablement efficaces. Avec ce large succès, la Belgique prend la tête devant les Finlandais, suivi du Danemark et de la Russie. La suite du programme de ce groupe, ce sera un Russie-Finlande. Une victoire et la Finlande sera en huitième. Même un point pourrait suffire parce qu'on sait qu'avec 4 points, on est quasiment sûr de passer, au pire en meilleur troisième. La Belgique, en quête aussi de qualif, se rendra à Copenhague pour jouer le Danemark.
Dans les autres résultats de cette première journée, il y a le groupe C qui a vu l'opposition entre la Macédoine et l'Autriche, et c'est les Rot-Weiss-Roten, les Autrichiens, qui ont gagné 3-1. C'est la première victoire autrichienne dans une phase finale de l'Euro. C'est un petit événement, eux qui avaient plutôt déçu lors de l'Euro 2008 et 2016. Ils ont été efficaces, mais c'est une victoire qui a mis du temps à se décanter. L'expérience par exemple d'un David Alaba excellent a été très utile face aux rookies macédoniens. L'Autriche démarre idéalement sa route vers les huitièmes. Déception en revanche pour la Macédoine, c'est vrai que moi je voyais cette équipe en tant que surprise. Ça s'annonce un peu plus difficile avec une défaite à 3 buts, sachant qu'il reste encore l'Ukraine et les Pays-Bas à jouer. Je vais reprendre pour parler de la Macédoine les mots de mon ami et contributeur Soner du média Foot Macédonien FR. Vous aurez son lien Twitter en description. Dès l'entame, c'est vrai, il y avait beaucoup d'excitation, beaucoup de passion côté macédonien, ça s'est ressenti avec leur hymne. Ils se sentaient capables de le faire et on l'a vu, ils ont été intéressants dans le début de match, ils sont rapidement revenus au score. Il y aura des regrets sans doute pour les Macédoniens de ne pas avoir tenu le match nul. Petite anecdote enfin pour finir concernant le joueur autrichien Arnautovic d'origine serbe qui aurait proféré des insultes à l'encontre d'Alioski, le joueur macédonien d'ascendance albanaise. Serbie-Albanie, on en a déjà parlé dans une vidéo de décembre. Cette rivalité, cette tension ressurgit encore une fois sur la scène football international. Dans l'autre match de ce groupe C, on attendait les Pays-Bas annoncés comme des outsiders, on attendait aussi l'Ukraine, équipe capable de nous surprendre, qui a fait parler d'elle sur la scène politique et internationale après le maillot polémique qui a suscité des tensions avec les Russes. Pourquoi? Parce que sur ce maillot, il y avait une carte ukrainienne comprenant la Crimée, région annexée en 2014 par des séparatistes pro-russes. Mettons la politique et géopolitique de côté pour se consacrer à ce match. Un très beau match, plein de rebondissements. J'ai trouvé des Pays-Bas plutôt convaincants, largement dominateurs, donc logique de les voir prendre les devants 2-0. Mais en fin de seconde mi-temps, de façon presque inexpliquée, l'Ukraine est revenue à 2 partout grâce à un bijou d'Yarmolenko et une réalisation de Yaremchuk dont on avait parlé pendant En route pour l'Euro. C'est finalement Dumfries à la 85e de la tête qui est venu arracher le succès des Pays-Bas devant leurs supporters. Un succès dans l'ensemble mérité pour les Oranges qui rejoignent l'Autriche en tête du groupe C. C'est un succès qui arrange aussi la Macédoine parce que voir l'Ukraine ramener un point d'Amsterdam aurait été préjudiciable dans la course à la qualif. Tout est jouable, le programme de la deuxième journée ce sera Ukraine-Macédoine, duel de pays vaincus, et Autriche-Pays-Bas, duel de pays vainqueurs. Allez, on passe au groupe D, un groupe très intéressant aussi dans cet Euro avec une équipe que les bookmakers voient bien glaner le titre final. C'est l'Angleterre et première réussie pour Southgate et les Three Lions qui ont battu la Croatie 1-0 à Wembley. Première fois de l'histoire que la sélection anglaise remporte son match d'ouverture à l'Euro. Bon, c'était vraiment un match assez pauvre en occasion et peu spectaculaire. Et sans être flamboyant, les Anglais ont assuré l'essentiel grâce à un but de Sterling, probablement face à l'opposant le plus coriace, mais qui n'a pas montré grand chose. Impressionné personnellement par Phillips ou Mings, on sent aussi que les pépites anglaises ont beaucoup de créativité et de feu dans les jambes. Ça peut être positif pour la suite. Déçu en revanche de la Croatie qui a mal joué et qui perd pour la première fois de son histoire son match d'ouverture d'un Euro. Il va vite falloir réagir face à la République tchèque, une République tchèque solide, efficace pour son match face à l'Écosse, mais surtout talentueuse à l'image de Patrick Schick, auteur de ses 2 premiers buts dans un Euro, dont un lob exceptionnel de 50 mètres qui a surpris son monde, sans doute le plus beau but actuellement de cet Euro. Pour ces deux équipes, avant de jouer l'Angleterre et la Croatie, c'était clairement un match à gagner, un match à ne surtout pas perdre. Eh bien la République tchèque s'est offert une très belle option, difficile de mieux démarrer la compétition. C'est le premier succès tchèque à l'Euro depuis un certain 16 juin 2012. Pour l'Écosse, malgré la magnifique ambiance de Glasgow et son premier match depuis 25 ans à l'Euro, ça n'a pas suffi et ça risque vraiment d'être difficile pour espérer entrevoir les huitièmes. Classement, la différence de but, c'est les Tchèques en tête devant les Anglais. Croatie-Tchéquie va valoir son pesant d'or pour la prochaine journée. La Hrvatska sera sous grosse pression. Et puis on aura ce fameux derby Écosse-Angleterre, un match si attendu, on aura bien évidemment l'occasion d'en parler. On enchaîne avec les deux derniers groupes. Le groupe E, celui de l'Espagne, est bien surprenant ce groupe parce que peu de personnes auraient prédit qu'à la fin de la première journée, ce serait la Slovaquie en tête devant l'Espagne et la Suède. L'équipe supposée la plus faible a joué un bien mauvais tour à la Polska de Lewandowski. Mais c'est pas une défaite si surprenante dans le fond, le collectif polonais a semblé apathique, peu emballant, et les Slovaques ont vraiment joué leur coup à fond. Il y a un peu de réussite, certes, à l'image du premier but, mais il y a aussi beaucoup de talent avec Hamsik, Mak et puis Skriniar sur son superbe enchaînement pour le deuxième but. On avait parlé d'En route pour l'Euro d'une Pologne un peu irrégulière qui n'arrivait pas forcément avec un gros stock de confiance. Et bien clairement, ça ne va pas s'améliorer avec cette défaite. La Pologne se met déjà dans de sales draps avant de jouer la Rora qui n'a pas été mauvaise contre la Suède. Les Espagnols
ont proposé des choses intéressantes, ils ont eu beaucoup d'occasions, 85% de possession, mais ils ont manqué d'efficacité, de réussite aussi, et ils sont tombés sur un très grand Olsen qui a réalisé de nombreuses parades. C'est le premier 0-0 de cet Euro. Bon point pour les Suédois qui ont été fidèles à leur réputation d'équipe accrocheuse, à leur rigueur défensive. On savait aussi que l'Aurora évoluait dans un contexte pas facile, notamment à cause du Covid. Prochain match de la sélection, ce sera face à la Pologne, déjà un match de la peur. Et puis la Suède défiera la Slovaquie qui pourrait rejoindre les huitièmes en cas de résultat positif. Et enfin, le groupe de la mort, le groupe F qui a débuté par une victoire 3-0 du Portugal face à la Hongrie. Victoire large mais trompeuse, il y avait 0-0 à la 83e minute de jeu. C'était un Portugal largement supérieur mais qui a longtemps buté sur la défense hongroise. D'ailleurs, mention spéciale aux Hongrois, aux COP hongrois et supporters magyars qui sont vraiment exceptionnels, bruyants dans ce stade. On les avait vus à l'œuvre en 2016 chez nous. Bref, pour revenir au Portugal, on va dire la phrase classique que c'est un succès essentiel avant de défier l'Allemagne et la France. Encore une fois, Cristiano Ronaldo continue de faire tomber le record. Il est devenu le premier joueur à disputer 5 euros, mais surtout il est devenu, avec ses 10e et 11e buts, le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Europe des Nations. On ne peut qu'être à chaque fois impressionné de ce joueur qui réécrit l'histoire de ce sport. Bon départ pour le tenant du titre, bon départ aussi pour le vice-champion d'Europe en titre, le champion du monde 2018. C'est notre équipe de France qui s'est imposée 1-0 sur la pelouse de Munich. Un succès obtenu après le CSC de Mats Hummels. Mais malgré ce but chanceux, c'est une France vraiment convaincante que l'on a vue, d'une solidité assez impressionnante. La défense a été irréprochable, Rabiot, je l'ai trouvé vraiment très élégant, Pogba sensationnel. Il y a des armes à tous les niveaux dans cette équipe. Alors certes, la France a subi, l'Allemagne a eu la possession, appréciée assez haut, mais en soi, on retient très peu d'occasions allemandes. Ça souligne l'efficacité de la défense française, on peut même parler d'efficacité dans les deux surfaces. Honnêtement, si la France était la favorite de cet Euro, je pense qu'elle est renforcée dans cette position après ce premier match. D'ailleurs, en Italie, la presse est unanime sur cette équipe de France avec un éloge dithyrambique. Je crois que cette équipe a aussi envoyé un message à l'Europe. Après, il ne faut pas tomber dans l'arrogance et dans un certain confort. Mission principale, donc, c'est confirmé face à la Hongrie en cas de victoire. La France peut officiellement valider sa qualification en huitième. Ça dépendra des résultats du Portugal et de l'Allemagne. On aura évidemment ce choc Portugal-Allemagne qui mettra sous grosse pression la Mannschaft. On fera le point dès ce week-end. Fin de la vidéo les amis, merci de l'avoir suivi. Cet Euro nous a déjà livré de grands frissons, positifs comme négatifs, mais aussi de jolis buts, des matchs plaisants avec un rythme assez fluide, mention spéciale aux arbitres pour ça. Et puis la VAR est utilisée avec parcimonie, ça aussi c'est une bonne chose. J'espère qu'on va surfer sur de belles émotions et puis ça va continuer avec la deuxième journée. On sera là pour en parler sur l'Arena Foot avec la première intervention d'un consultant. Ce sera notre ami franco-anglais Tom Abadi qui sera en direct d'Angleterre pour nous parler du sulfureux Angleterre-Écosse. Un match à enjeu, c'est sûr, un match si politique. Surtout, on continuera à parler de l'équipe de France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Portugal, des favoris, des déceptions, des outsiders et de tout ce dont on peut encore parler. Je vous rappelle que sur l'Instagram de l'Arena Foot, vous avez jusqu'au 20 juin midi pour tenter de remporter le ballon Uniforia de l'Euro 2020, le ballon qui est derrière moi. N'hésitez pas à participer et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Prenez soin de vous, passez une belle journée, une bonne soirée et on se retrouve à la fin de la deuxième journée. Ciao!